Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on va faire ensemble un examen blanc de ISTQB. Comme ça, vous allez voir comment on passe un examen ISTQB et aussi je vais vous donner des explications. J'ai déjà fait des examens blancs, mais j'avais des commentaires comme quoi j'ai pas pu trop détailler. Mais là, sachez qu'il y a deux types de questions. Il y a des types de questions il suffit juste de connaître l'information. Il n'y a pas d'explication. Ils sont de la théorie, ce sont des fondamentaux de la STQB. Il suffit juste de répondre à la question. Vous devez juste voir déjà ça dans le syllabus et déjà on a vu ça ensemble dans la formation. Du coup, pour tout ce qui est théorie, tout ce qui est explication, j'ai déjà mis ça en formation, mais je vais essayer de faire ça aussi au niveau de l'examen blanc. Sachez que normalement, on ne doit pas dépasser 1 heure parce que c'est ça le créneau. Mais si on le dépasse, je vais essayer de refaire une autre session. On va commencer. Il suffit d'aller dans le site du GASC et par la suite d'aller dans examen blanc et vous pouvez faire l'examen. Mais il y a plusieurs sites et plusieurs simulateurs qui font les examens blancs de ISTQB. C'est bon, on va commencer. Là, c'est bon ici. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comme quoi, il y a 40 questions. Et là, vous devez avoir minimum 65% et la durée de l'examen, c'est 60 minutes. C'est bon, on va commencer l'examen. Normalement, lorsque vous allez passer l'examen, c'est comme ça. C'est 40 questions. Et ici, il y a les remarques, par exemple, au cas où vous voulez calculer quelque chose, ou par exemple, vous voulez pas oublier que vous n'avez pas encore répondu à une question, vous pouvez noter le numéro de la question, que vous voulez par la suite revenir vers cette question pour la confirmer ou pour répondre. Du coup, c'est comme ça. Parce que vous ne devez pas utiliser d'autres choses. C'est pour cela, ici, vous avez une calculatrice. Ici, vous avez une sorte de bloc-notes. Comme ça, vous notez ce que vous voulez. Il y a 40 questions. Une fois que vous faites terminer, c'est bon. Vous terminez votre examen. Là, on va commencer. La première question, qu'est-ce qu'ils nous disent? Laquelle des descriptions suivantes est la meilleure description d'une condition de test? Déjà, c'est quoi une condition de test? Ça, c'est vraiment de la théorie. Normalement, on va voir parmi les réponses et par la suite, on va commencer à décliner les mauvaises réponses. Il nous dit, est-ce qu'une condition de test, est-ce que c'est un attribut d'un composant ou d'un système spécifié ou sous-entendu par une documentation d'exigence? Non. Est-ce que c'est un aspect de la base de test qui est pertinent pour atteindre les objectifs de test spécifiques? Ça, on va revenir. Il nous dit, est-ce que c'est une condition de test? Est-ce que la capacité du produit logiciel à fournir des fonctions? Ça, c'est non. Le pourcentage de test de tous les résultats de conditions éliminataires affectant indépendamment une décision? Ça, c'est non. La condition de test, c'est un aspect de base de test qui est pertinent pour atteindre des objectifs de test spécifiques. Ça, c'est vraiment ça, ça n'a rien à voir. Je peux rien vous expliquer. C'est au niveau de la théorie, il faut le prendre comme ça. Une condition de test, c'est un aspect de base de test qui est pertinent pour atteindre des objectifs de test spécifiques. Là, la deuxième question, ils nous disent lequel des énoncés suivants est un objectif valable pour les tests? Sélectionnez une option. Déterminez si suffisamment des tests de composants ont été exécutés dans le cadre de tests système. Trouvez autant de défaillances que possible afin que les défauts puissent être identifiés et corrigés. Prouvez que tous les défauts possibles sont identifiés. Prouvez que les défauts restants ne causent pas de défaillance. Déjà ça, on ne peut pas le prouver. On ne peut pas dire comme quoi, oui, c'est bon, on est sûr, les défauts qui restent, qu'on n'a pas pu le trouver, ils ne vont pas impacter le système. Ça, c'est pas vrai. Comme quoi, on a identifié tous les défauts, ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est si vous voyez au niveau de la formation, on a vu comme quoi les principaux de test, comme quoi on ne peut pas tester tout. On ne peut pas tester tout. Du coup, ça, on peut décliner cette réponse. Et là, il va nous dire comme quoi déterminer si suffisamment de tests de composants ont été exécutés dans le... Ça, on ne peut pas le dire. Mais là, c'est trouver autant de défaillances
que possible afin que les défauts puissent être identifiés et corrigés. D'accord? C'est ça l'objectif pour les tests. On passe à la troisième question. Il nous dit lequel d'énoncés suivants décrit correctement la différence entre le test et le débogage. Ça, c'est aussi vraiment de la théorie. Ce sont des questions très simples où vous pouvez gagner des points gratuitement. Normalement, on a déjà vu ça au niveau de formation. On a dit que le test, c'est lorsqu'on on fait les tests et tout ça. Et le débogage, c'est lorsque le développeur qui commence à analyser, nous, on le donne comme quoi on a trouvé une défaillance. Et lui, lorsqu'il va faire le débogage, c'est lui qui va analyser, il va corriger cette anomalie. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir au niveau des questions qu'il nous a dit? Le test identifie la source des défauts. Le débogage analyse les défauts et propose des activités de prévention. Non, il ne propose pas des activités de prévention. Et aussi, le test, il trouve la défaillance. Il ne va pas identifier la source de défaut. C'est ça les pièges, ce sont dans les questions. Il faut très bien s'assurer de votre question. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le test montre les défaillances causées par des défauts. Oui, c'est ça. Il nous montre les défaillances. C'est-à-dire, vous avez eu un message, par exemple, une valeur, par exemple, quelqu'un qui doit acheter 3 produits, il doit avoir un gratuit. Lorsque vous faites le test, vous trouvez comme quoi non, le troisième produit, vous avez pu l'acheter et il n'était pas offert gratuitement. Du coup, ça c'est une défaillance. Et c'est quoi la cause? La cause, ça se peut que normalement le développeur, lorsqu'il a fait son code, il n'a pas mentionné comme quoi une fois qu'il y a 2 produits, le troisième c'est gratuit. Du coup, vous allez montrer la défaillance comme quoi, lorsque vous achetez 3 produits, il le compte comme quoi vous avez acheté 3 et il n'offre pas le troisième. Mais qu'est-ce que le développeur va faire? Le débogage trouve, analyse et supprime les causes. Du coup, vous allez montrer, vous dites comme quoi j'ai une anomalie, j'ai une défaillance comme quoi j'ai testé d'acheter 3 produits et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Normalement, qu'est-ce que le développeur va faire? Il va analyser pourquoi le troisième produit n'est pas gratuit. Il va l'analyser, il va supprimer les causes. Ça se peut qu'il a une erreur, au lieu de mentionner 2, il a mentionné 3 au niveau du code. Est-ce qu'il a raté une ligne de code? Du coup, c'est à lui de trouver, analyser et supprimer les causes de défaillance de logiciel. Du coup, on coche ça. Normalement, lorsque vous passez votre STQB, si vous êtes de la réponse, si vous êtes sûr de la réponse, ne passez pas au 3e et 4e. D'accord? Mais si vous avez des doutes, vous pouvez passer quand même une revue sur toutes les questions, sur toutes les propositions et par la suite, vous dites comme quoi je suis sûre que c'est là qui est la bonne réponse. Mais si vous vous entraînez, si vous passez l'examen une première fois, deuxième fois, vous passez d'autres simulateurs, avec le temps, c'est bon, c'est rapide. Et si vous avez déjà si vous avez déjà vu notre formation STQB, la majorité des trucs, on l'a vu ensemble au niveau de la formation. C'est bon, là, on passe à la 4e question. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lequel des énoncés ci-dessous décrit une défaillance découverte au cours des tests ou en production? D'accord. Là, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle en production, c'est-à-dire c'est bon, le truc est installé chez le client, que ce soit une application ou un site web. C'est quoi les réponses qu'il me propose? Le produit s'est planté lorsque l'utilisateur a sélectionné une option dans une boîte de dialogue. La mauvaise version d'un fichier de code source a été incluse dans la compilation. Ça, c'est pas une bonne réponse parce qu'on parle de production. C'est bon, on parle même pas de version. L'algorithme de calcul a été à utiliser les mauvaises variables d'entrée. Ça, on ne va pas le trouver en production. Le développeur a mal interprété l'exigence relative à l'algorithme. Non. Du coup, ça, on ne peut pas le voir en production.
En production, le produit, il va planter. On va avoir un plantage au niveau de produit. Du coup, on va choisir le produit, c'est planter. Il y a des questions que ça se peut que juste la logique du quotidien, vous dites non, c'est ça la bonne réponse. Lequel des énoncés suivants décrit correctement l'un des 7 principaux clés du test logiciel? Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà vu. Et même au syllabus, vous voyez les 7 principaux clés du test logiciel. En utilisant les tests automatisés, il est possible de tout tester. On a dit, on le répète, on ne peut pas tout tester. On ne peut pas tout tester. Avec un effort et un support d'outils suffisant, des tests exhaustifs sont réalisables pour tous les logiciels. Non, il n'y a pas moyen de faire des tests exhaustifs. On ne peut pas tout tester. Il est impossible de tester toutes les combinaisons d'entrée et de préconditions d'un système. Oui. Le but de test est de prouver l'absence des défauts. Non. Comme on ne peut pas tout tester, on ne peut pas prouver. Et aussi ça, il y a une étape où il dit comme quoi on ne peut jamais prouver qu'on n'a pas de défaut au niveau du système, même si on le teste pour plusieurs fois. Du coup, la réponse est, il est impossible de tester toutes les combinaisons d'entrée et de préconditions dans un système. La question 5, il nous dit, il s'assure que les exigences sont suffisamment. De quelle manière les tests peuvent-ils faire partie de l'assurance de la qualité? Ça, il assure que les exigences sont suffisamment détaillées. Ils réduisent le niveau de risque pour la qualité de système. Ça, c'est la bonne réponse. Il s'assure que les normes de l'organisation sont respectées. Il mesure la qualité du logiciel en termes de nombre de cas de test exécutés. Non, ça c'est pas vrai. Du coup, ça se peut que vous aurez le choix entre ces deux, mais s'assurer, lorsqu'on parle de l'assurance de qualité, c'est pour réduire le risque. Assurance de qualité égale réduire le risque. Du coup, il faut noter ça. Essayez de prendre carrément des notes avec moi, de passer par exemple, de passer la vidéo, regardez les questions, essayez de s'entraîner, vous faites vous-même le simulateur et si ça marche, vous voyez les difficultés que vous trouvez, vous pouvez revoir la vidéo pour avoir une correction. Du coup, la 7e réponse. Laquelle des tâches ci-dessous est exécutée pendant l'activité de l'analyse de test, du processus de test de ISTQB? Identifier l'infrastructure et les outils nécessaires? Non, ça on le fait pendant la stratégie, du coup dans l'étape pendant la conception, pendant carrément de la stratégie, on parle de l'infrastructure et les outils nécessaires. Créer des suites de tests à partir de procédures de test? Non, ça c'est pas dans la période d'analyse de test. Ça c'est dans l'étape de la conception où on fait la création des cas de test. Analyser les leçons apprises pour améliorer les processus? Non, on ne le fait pas dans la partie analyse. Ça c'est carrément lorsqu'on termine l'exécution des tests et même à la fin du projet où on peut tirer des leçons. Mais là, il nous reste évaluer la base de test pour la testabilité. Du coup, analyser des tests, c'est ça. Parfois, il suffit juste de commencer à éliminer et par la suite, vous pouvez déduire directement la bonne question. Là, on est en 8e. Ça, c'est le genre de questions qui nécessite d'utiliser parfois ce truc. Là, il nous dit, différencier les produits d'activité de test suivants, 1 à 4, en les mettant en correspondance avec la description correcte. D'accord. Il nous dit suite de tests, cas de test, script de test et charte de test. D'accord. Là, il nous dit un groupe de scripts de test ou un calendrier d'exécution de test, un ensemble d'instructions pour l'exécution automatisée des procédures de test, contient des résultats attendus, documentation des activités de test dans le cadre des tests exploratoires basés sur des sessions. D'accord. Vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Soit, si vous êtes sûr, par exemple, je dis, ah oui, suite de tests. C'est quoi une suite de tests? C'est un groupe de scripts ou un calendrier d'exécution de tests.
Du coup, moi, je suis sûre que là, le 1, c'est le 1. Quand, par exemple, ça se peut que vous êtes sûr que le 4, la charte de test, c'est une documentation des activités de test dans le cadre du test exploratoire basé sur des sessions. Du coup, pour moi, je suis sûre que la première question est la bonne parce que je suis sûre que la 1, c'est le 1. Du coup, je vais cocher ça et je peux dire comme quoi c'est 1. Le 1, il est ici dans la troisième question. Mais ici, c'est quoi la différence entre ça? Je dis, est-ce que le 4, c'est un D ou un B? Le 4, c'est un D. La charte de test, c'est une documentation des activités de test. D'accord, c'est bon, moi, je peux déduire ça. Mais par exemple, vous êtes sûr, vous dites par exemple, je sais que le cas de test, il contient des résultats attendus. Le cas de test, il contient des résultats attendus. Je vais dire comme quoi, il existe dans 3 lignes. Du coup, comment je vais choisir parmi ces 3? Du coup, il me reste ici, il y a le 1A, le 1A. Du coup, ça va, je peux pas aller très rapidement. Et ici, j'ai le 3D, le 3B, le 3. Ici, de toute manière, c'est la même chose. Soit que vous allez voir la question 3, soit que vous allez directement au 4. Essayez de commencer à éliminer ce que vous êtes sûr et vous allez rester dans que 2 lignes. Vous allez choisir par exemple entre ça et ça. N'hésitez pas de laisser comme ça les 4 lignes et vous allez voir non, ça se peut que celle-là c'est un 2B ou celle-là. Le cas où vous êtes sûr. Par exemple, je suis sûre que la charte de documentation de test c'est un documentation, c'est bon. Je vais aller ici parmi les lignes. Je dis c'est bon, c'est le 4D. Je passe. Je valide cette question. Si par exemple je dis que un script de test, le script de test qui est ici le 3, c'est un ensemble d'instructions pour l'exécution automatisée de procédures de test. C'est bon, je vais dire qu'en quoi le 3 c'est un B et je vais voir ici où se trouve le 3B. Ça va être ici ou ici. Du coup, je peux faire la différence soit avec le 1, est-ce que c'est un A ou 1 c'est un D et c'est comme ça. Essayez de commencer à éliminer les mauvaises questions, les mauvaises réponses, les réponses dont vous êtes sûr, vous le validez et vous pouvez commencer par exemple de noter. Qu'on note par exemple, je suis sûr que la 4 est D, je suis sûr que le 1 c'est un 1 et par la suite je vais chercher dans le tableau, ça correspond à quoi? Ça correspond à ça. Ou même vous pouvez noter comme quoi, si vous avez des doutes, je peux noter comme quoi la question, attention, par exemple, question 8. Comme quoi, je vais revenir après. Mais c'est bon, ici, on est sûr de cette réponse. Là, qui nous dit, comment les tests boîte blanche peuvent-ils être appliqués pendant les tests d'acceptation? Déjà, c'est quoi les tests boîte blanche? Les tests boîte blanche, ce sont les tests qu'on met à l'intérieur de notre système. Les tests boîte noire, on ne sait pas ce qui est dedans. On ne sait pas ce qui est dans le logiciel. Par exemple, on teste juste l'interface et tout ça. Mais les tests blanches, on parle de tests de performance, les tests d'utilisabilité et tout ça. Là, au niveau des questions. Et là, les tests d'acceptation, on peut dire, vous allez entendre, par exemple, les tests qu'on fait chez les clients, les tests d'acceptation, ou même carrément les tests pendant la recette avec le client, où on fait, c'est la dernière phase des tests. Du coup, comment les tests blanches peuvent être impliqués pendant les tests d'acceptation? C'est sûrement, je n'ai même pas encore lu ça, mais c'est sûrement, ça va être soit de la performance, l'utilisabilité des données, tout ça. On va voir qu'est-ce qu'il nous demande. Vérifier si des grands volumes de données peuvent être transférés entre systèmes intégrés. Vérifier si toutes les instructions du code et tous les chemins de décision du code ont été exécutés. Non, on ne va pas vérifier l'exécution. Vérifier si l'ensemble des structures et valeurs de données et de flux métiers ont été couverts. Couvrir toutes les navigations de pages web. Non, ça on ne peut pas le voir au niveau. Ça c'est pas des tests blanches. On ne peut pas couvrir les navigations. Ça aussi,
peuvent être transférés. On ne va pas faire de transfert. On ne va pas faire d'exécution du code. Du coup, vérifier si l'ensemble de structures et valeurs de données et de flux métiers ont été couverts. Lesquels des énoncés suivantes comparant le test de composant et le test système? Le test de composant vérifie la fonctionnalité du module logiciel, les objets de programme, les classes. Ils sont testables de façon séparée, alors que le test système vérifie les interfaces entre les composants et les interactions entre les différentes parties du système. Non. Les cas de test pour le test composant sont généralement dérivés des spécifications du composant, des spécifications de conception, ça c'est correct, ou des modèles de données, alors que les cas de test pour le système sont généralement dérivés des spécifications, des exigences, des spécifications fonctionnelles ou du cas d'utilisation. C'est ça. La bonne réponse au niveau de ça, c'est le cas de test qui compare le cas entre le test composant et le test système. C'est ça. Le but des tests, lequel des énoncés suivants est vrai? Le but de test de régression est de vérifier si la correction a été effectuée avec succès, tandis que le but de test de confirmation est de confirmer que la correction n'a pas d'effet de bord. On va voir, déjà je vais vous dire, les tests de régression, on le fait pour vérifier, je vais vous expliquer à l'inverse, le test de confirmation. Par exemple, vous avez constaté qu'il y a un bug. L'exemple qu'on a mis, par exemple, vous achetez 3 produits, vous devez avoir que le 3e est gratuit. Ça, c'est un bug. D'accord? Vous allez l'envoyer, cette anomalie, à l'équipe développeur pour qu'il fasse la correction. Lorsqu'il va faire la correction, la première des choses que vous allez faire, c'est de voir s'il a pu corriger l'anomalie. Du coup, vous allez acheter 3 produits. Ça, c'est le test de confirmation. Ça, c'est le test de confirmation. Vous vérifiez si le bug a été corrigé. C'est bon. Vous allez passer le test de confirmation. Vous allez voir que c'est correct. Par la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer les TNR, les tests de non-régression. Les tests de non-régression, on veut savoir si le développeur, lorsqu'il voulait corriger le problème des 3 produits, est-ce qu'il n'a pas impacté d'autres fonctionnalités? Du coup, on va tester tout le système, l'achat d'un seul produit, le remboursement, toutes les autres fonctionnalités. Ça, il s'appelle des TNR. Du coup, c'est quoi la bonne réponse ici? Le but de test de régression est de vérifier si la correction a été effectuée avec succès. Non. Non. Les tests de régression, il ne vérifiait pas si la correction a été effectuée par succès. Ça, c'est les tests de confirmation. De confirmation qui confirme que l'anomalie a été corrigée, que la correction a été faite correctement. Mais ça, c'est l'inverse ici, ce qui est mentionné au niveau de la première question. Et le test de confirmation et le test de régression, il vérifie s'il n'y a pas des effets de bord. Du coup, on va voir c'est quoi la deuxième réponse. Le but de test de régression est de détecter des effets de bord non intentionnels, tandis que le but des tests de confirmation est de vérifier si le système fonctionne toujours dans un nouvel environnement. Ici, la première partie est vraie et correcte, mais la deuxième, il n'est pas correct parce qu'on veut vérifier que la fonctionnalité qui fonctionne et pas dans un nouvel environnement. Le but des tests de régression est de détecter les effets de bord non intentionnels, tandis que le but des tests de confirmation est de vérifier si le défaut d'origine a été corrigé. Oui, ça, on est sûr que ça fonctionne, que la bonne réponse. Laquelle des définitions suivantes est la meilleure définition d'un modèle de développement incrémental? Le développement incrémental, c'est lorsque vous passez à chaque fois, ça peut entendre, ça on l'a déjà vu au niveau de nos formations, mais on peut vous expliquer. Le développement incrémental, c'est lorsque vous travaillez avec des sprints, d'accord? À chaque fois, c'est comme on construit notre application, pas de sorte de briques. On va pas la faire à sa totalité dans une période. Mais par exemple, ce mois-ci, on va faire cette partie. Le mois prochain, on va faire une nouvelle partie et ainsi de suite. C'est ça le modèle de développement incrémental.
Mais là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Laquelle des définitions suivantes est la meilleure définition? Ok. La définition des exigences, la conception du logiciel et le test sont réalisés par morceaux. Oui, ça c'est une bonne réponse. Mais on va voir, est-ce qu'il y a une autre réponse? Une phase dans le processus de développement devrait commencer lorsque la phase précédente est complète. Oui, les tests sont considérés comme une phase distincte qui a lieu après l'achèvement du développement. Non, non, ça, il n'est pas correct. Les tests sont ajoutés au développement en tant qu'incrément. Non, non. Ça se fait en même temps et c'est par morceaux. Du coup, c'est ça. Lorsque vous entendez un modèle de développement incrémental, c'est par morceaux. Du coup, la 13e question. Lequel des éléments suivants ne devrait pas être déclencheur pour les tests de maintenance? Ça, c'est vraiment une question donnée. Et qui ne peut pas déclencher des tests de maintenance? C'est lorsqu'on prend la décision de les lancer. C'est nous qui avons pris la décision. D'accord? C'est pas parce qu'ici, ne devrait pas être un déclencheur. C'est nous qui avons lancé les tests et c'est pas quelque chose qui a déclenché la maintenance. Du coup, vous allez dire, mais on peut voir les autres réponses. Décision de tester le système après la migration vers une nouvelle plateforme d'exploitation. Non, ça ne peut pas déclencher les tests de maintenance. Décision de tester, si possible, de récupérer les données archivées. Non. Décision de tester après des correctifs d'urgence. Non. Du coup, la bonne réponse qui ne devrait pas, c'est lorsqu'on a pris la décision nous-mêmes de lancer la maintenabilité du logiciel. La question 14. Ça c'est une question donnée, parce que ça, vous avez déjà vu ça au syllabus, aux formations, les étapes, les options, lesquelles sont les rôles, donc revue formelle. Une revue formelle, il commence avec un auteur, il termine avec un scribe. Ici, je ne vois pas un scribe. Je ne le vois pas ici, je ne le vois pas ici. Du coup, c'est ici la bonne réponse. La question 15. Lesquelles des énoncés suivants décrit les principales activités d'une revue formelle? Aussi ça, c'est de la théorie. Normalement, une revue formelle, il commence par la planification. D'accord? Du coup, ça, c'est pas correct et ça, c'est pas correct. Il nous reste entre ces deux. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a la correction et la production des rapports. Ça, il termine avec un suivi? Non. Et ça, il termine avec la correction du produit de rapport. Du coup, c'est ça la bonne réponse. Du coup, retenez bien, une revue formelle, il commence par une planification et il termine avec une correction et production de rapports. J'espère qu'on serait dans le créneau. Il nous reste 33 minutes. J'espère qu'on va pas dépasser. Là, c'est bon. Là, la question suivante. Lequel des types de revues ci-dessous est la meilleure option à choisir quand la revue doit suivre un processus formel basé sur des règles et des checklists? Si vous voyez déjà ça, elle est mentionnée au niveau de syllabus et aussi au niveau de la formation. Le truc qui utilise des checklists et des règles, c'est l'inspection. D'accord? Il suffit même pas d'aller, c'est quoi une revue informelle, c'est quoi une revue technique, le plus qui utilise les deux, des checklists et des règles, c'est l'inspection. Parce qu'il ne faut pas perdre votre temps avec des trucs dont vous êtes sûr. Quels sont les deux? Faites attention lorsque vous avez deux choix. Les deux énoncés suivants au sujet des tests statiques qui sont les plus vrais. Déjà, une façon peu coûteuse de détecter et d'éliminer les défauts. Oui. C'est quoi déjà les tests statiques? Les tests statiques sont exécution de code. Lorsqu'on dit tests statiques, sont exécuter le code. Par exemple, lorsque vous faites une revue des spécifications, vous allez relire le cahier de charge et tout ça, ça peut que vous allez trouver des défauts dès le début du projet. Du coup, c'est une façon peu coûteuse pour détecter, éliminer les défauts.
Ils rendent les tests dynamiques moins difficiles? Non. Validation ou plutôt des exigences? Moi, je prends celle-là, mais je vais voir est-ce qu'il y a une autre. Ils permettent de détecter les problèmes d'exécution au début du cycle de vie. Lors de tests de système critères critiques pour la sûreté, les tests statiques ont moins de valeur? Non. Du coup, les deux, c'est une façon peu coûteuse de détecter et d'éliminer les défauts, et validation ou plutôt d'exigence. La question 18. La conception d'un système d'abonnement à des journaux est en cours de revue. Les utilisateurs attendus du système sont des abonnés. Voilà les utilisateurs. Des abonnés, l'équipe de support technique, le département de facturation, l'administration de base de données. Chaque type d'utilisateur se connecte au système par l'intermédiaire d'une interface de connexion différente. Par exemple, connexion des abonnés via une page web, support technique via une application. Différents réviseurs ont été invités à revoir les flux d'ouverture de session du système du point de vue des catégories d'utilisateurs ci-dessous. Lequel des commentaires suivants est le plus susceptible d'avoir été fait par tous les réviseurs? D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ici, on a un nouveau système. Ils ont fait la conception d'un nouveau système d'abonnement. Et là, tous ces types d'abonnements, vous allez trouver comme quoi un système, on peut dire un système de journaux électroniques. Du coup, on a les abonnés, c'est sûr. Je suis abonné pour consulter ce journal. Il y a l'équipe de support. Si j'ai un problème technique, ils vont voir ça. Comme je suis abonné, par exemple, à 10 € par mois, il y a un système de facturation. Ils vont m'envoyer une facture et je serai prélevé. Et du coup, il y a un système de facturation au cas où j'ai besoin d'une facture. Et aussi, il y a l'administration de base de données. Et là, il voit tous les utilisateurs, il voit tous les articles du journal, tout ça. Du coup, voilà le système. Il est découpé de ces quatre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à des réviseurs. Ça, c'est la partie revue au niveau de syllabus. Ils ont demandé, par exemple, moi j'ai créé une application. Je vais demander à vous de tester cette application. Vous allez le tester de votre point de vue. Par exemple, une personne qui est jeune, une personne qui est âgée, une personne qui connaît très bien tout ce qui est IT, une personne qui est novice, qui ne sait rien au niveau de l'Internet. Il va vérifier si l'application est facile à utiliser et tout ça. Du coup, c'est ça les réviseurs du système. Là, lequel des commentaires suivants est le plus susceptible d'avoir été fait par tous les réviseurs? La page de connexion et le web est encombrée de trop d'espace publicitaire. En conséquence, il est difficile de trouver le lien mot de passe oublié. Non. Je dis que ça va pas être la bonne réponse. Le login pour accéder aux informations de facturation devrait également permettre l'accès aux données des abonnés et ne devra obliger une deuxième session de connexion. On va vérifier. Après s'être connecté à l'application de base de données, il n'y a pas de fonction de déconnexion. Oui, ça c'est un bug. Le flux d'ouverture de session n'est pas intuitif puisqu'il faut d'abord entrer le mot de passe avant que le nom d'utilisateur puisse être utilisé. Moi, je suis sûre que tous les réviseurs, ils ont eu ce problème parce qu'ils doivent taper le nom et le mot de passe. Et ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent comme quoi l'application, il n'est pas intuitif. Il faut taper le mot de passe et par la suite revenir au nom d'utilisateur. Du coup, ça se peut. Moi, je ne fais pas attention. Je vais taper le nom, je vais taper le mot de passe. Et ils sont ici au niveau de l'application, ils sont inversés. Du coup, je vais rester bloqué dans cette étape. Je ne vais même pas dépasser l'étape de nom et mot de passe. Du coup, c'est celle-là la bonne réponse. Pardon, je coupe mon téléphone. Qu'est-ce qu'un test basé sur une checklist? C'est une technique de test dans laquelle les tests sont dérivés sur la base de connaissances par le testeur des défaillances passées ou une connaissance générée des modes de défaillance. Une procédure pour dériver
et ou sélectionner des cas de test sur la base d'une analyse de spécification fonctionnelle ou non fonctionnelle d'un composant de système sans référence à ses caractéristiques structure interne. Non. Une base sur le checklist, ça c'est vraiment de la théorie. On a vu, c'est une technique basée sur l'expérience par laquelle le testeur expérimenté utilise une liste de haut niveau d'éléments à noter, à vérifier ou à se rappeler ou un ensemble de règles ou de critères en fonction desquels un produit doit être vérifié. Du coup, voilà, ça c'est la bonne réponse. Il ne suffit même pas d'aller loin parce que tout ça, c'est quoi une checklist? Ça c'est vraiment de la théorie. Vous allez juste noter très bien que checklist, c'est une technique basée sur l'expérience. D'accord? Basée sur l'expérience. Vous avez, comme on a vu dans les questions précédentes, vous devez avoir des règles et des checklists. Et normalement, les personnes qui utilisent des checklists, ce sont des personnes qui ont de l'expérience au niveau du produit. La question 20. On est dans la moitié et on a dépassé plus que la moitié du temps. Là, on va voir. Laquelle des options suivantes est classée comme technique de test boîte noire? Boîte noire, on a dit, lorsqu'on s'en fout de ce qui est dedans au niveau du système. On vérifie juste, par exemple, vous notez par exemple les tests boîte noire, c'est par exemple le système, c'est comme une box, c'est comme un carton. Vous ne savez pas ce qui est dedans, mais vous allez tester juste ce que vous voyez au niveau de votre carton. D'accord. Est-ce que c'est une technique basée sur l'analyse de l'architecture? Non. Comme on ne sait pas ce qui est dedans, ça c'est les tests blanches. Technique vérifiant que l'objet de test fonctionne conformément à la conception? Non. Technique basée sur l'utilisation prévue de logiciels? Technique basée sur les exigences formalisées? C'est ça la bonne réponse. Entre ces deux, c'est ça la bonne réponse. Une technique boîte noire, c'est une technique basée sur les exigences formalisées. Là, c'est quoi? L'énoncé suivant fait référence à la couverture des décisions. Ça, c'est vraiment, il faut prendre à cœur. C'est quoi la bonne réponse parmi ça? Il faut juste dire qu'en quoi, lorsque le code ne contient qu'une seule instruction if et qu'il n'y a pas de boucle ni d'instruction case, un seul cas de test qui nous exécuteront résultera en une couverture de 50% de décision. Ça, c'est vrai. Comme on n'a que 2 cas de test, une fois qu'on a passé une, c'est-à-dire on a passé la 50% de décision. La bonne réponse parmi ces 4, c'est la deuxième. D'accord? Il va vous dire, la phrase est vraie, tous les cas de test conduisent le résultat de l'instruction if à être soit vrai, soit faux. Si vous avez ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'on a un if, mais qu'il n'y a pas de boucle dedans. Du coup, vous avez soit if. Attends, c'est pas grave. Vous avez, normalement, vous avez if égale à si, else, si blanche, par exemple, sinon, noir. Du coup, si vous trouvez que le truc est blanc, c'est bon, c'est 50%. Ça, c'est 50%. Si vous trouvez l'inverse, c'est 50%. Du coup, une partie du test, c'est 50%. Une partie de ces tests, c'est quand vous avez passé 50% du résultat. Du coup, la phrase est correcte. Là, laquelle des descriptions suivantes est la meilleure description de la couverture des instructions? Déjà, c'est quoi la couverture des instructions? C'est un pourcentage, c'est une manière de calculer le pourcentage d'instructions dans le code source lorsqu'on a fait l'exécution. Du coup, on va voir qu'est-ce qui nous parle d'exécution. Ici, il nous parle d'exécuter, exécuter. C'est bon, on va éliminer ça. Ici, il nous dit qu'il s'agit d'une métrique utilisée pour calculer et mesurer le pourcentage de cas de test qui ont été exécutés. Il s'agit d'une métrique qui a été utilisée pour calculer et mesurer le pourcentage d'instructions
dans le code source qui était exécuté. C'est ça. La description de la couverture d'instruction, c'est les instructions et pas les cas de test. Ça se peut que vous faites une erreur entre ces deux. Mais la bonne, vous voulez avoir la couverture d'instruction, vous devez avoir ici que le pourcentage d'instruction au niveau du code source qui était exécuté. Ici, quels sont les deux? Ça, essayez s'il vous plaît de faire attention lorsque vous avez deux. Énoncé suivant relatif à la relation entre la couverture des instructions et la couverture des décisions. Ça, c'est vraiment de la théorie. C'est mentionné aussi dans le syllabus. Au niveau du syllabus, on sait très bien que la couverture des décisions est plus forte que celle des instructions. Ça, c'est déjà noté noir sur blanc. Et aussi, si on a une couverture de 100% de décision, garantit une décision de 100% des instructions et pas l'inverse. Comme la décision est plus forte, on peut déduire une couverture de 100% de décision garantit une couverture de 100% des instructions. C'est ça. Ça, c'est vraiment de la théorie. Vous allez le voir comme ça au niveau de syllabus. Laquelle des situations suivantes n'est pas adaptée à l'utilisation des tests exploratoires? Les tests exploratoires, on a dit comme quoi ce sont des tests où on peut le donner à des personnes qui ont de l'expérience pour explorer le système. Du coup, on va voir qui n'est pas adapté à l'utilisation. Lorsque le temps est limité et où les exigences sont incomplètes ou inapplicables. Lorsque le système est développé et testé de façon incrémentale. Lorsque seuls des testeurs nouveaux et inexpérimentés sont disponibles. Parce que la partie principale de l'application ne peut pas être que chez le client. C'est ça. Comme ça nécessite de l'expérience, les trucs qui n'ont pas, c'est on ne va pas le donner à des personnes qui n'ont pas de l'expérience. Ça, à retenir, c'est les tests exploratoires. Là, on va voir. La prime d'un salarié doit être calculée, il ne peut pas être négatif. Ok, il ne peut pas être négatif. Il peut être ramené à 0. La prime est basée sur la durée d'emploi. D'accord. Les catégories sont inférieures ou égales à 2. Du coup, on veut faire 0 à 2. D'accord. Supérieur à 2, mais inférieur à 4. On va faire entre 2 et ils ont dit 5. D'accord. Il y a 5 au plus, mais en moins de 10 ans. Du coup, 5 à 10. On va voir ce que ça va donner. Et là, on a 10 et plus. Plus l'infini. D'accord. Quel est le nombre minimum de cas de test requis pour couvrir toutes les partitions d'équivalence valides pour le calcul de prix? Voilà les partitions d'équivalence. D'accord? Si on doit faire au minimum un seul cas de test par équivalence, voilà la réponse. On a 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Essayez de diviser la question sous forme ça. Ça se peut que vous aurez d'autres informations. Ça se peut que vous aurez entre 0 et 4, entre 4 et 6, mais c'est comme ça. Et là, vérifiez. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Ça, on la retirera ensemble juste depuis l'énoncé. Du coup, la réponse, c'est 4. Ça, un système pour contrôler et verbaliser les excès de vitesse a les caractéristiques suivantes. Si vous roulez de 50 km au moins, il ne passera rien. D'accord, il ne passera rien. 0 à 50, il ne passera rien. Il y a 0,50. Ok. Si vous roulez d'une vitesse supérieure de 50, mais inférieure ou égale à 55, du coup ici on a à nouveau, on a 0,50, on a 50, 55, ou égal à 55, vous serez averti. Si vous roulez plus de 55, mais plus que 60, mais pas plus de 60, vous serez condamné. Du coup, ici, comme on a 55, ici, il nous dit plus que 55. Du coup, c'est 56. Et là, maximum 60. OK.
vous serez condamné à une amende. Si vous roulez plus que 60, 61 par exemple, votre permis, plus l'infini, même s'il y a plus, ça c'est juste une sorte de réponse. 61, du coup, c'est bon. Le permis de conduire sera suspendu. C'est quoi la question? Quel serait l'ensemble le plus probable de valeurs en kilomètres/heure identifié par une analyse de valeurs limite à 2 valeurs par limite? Ça c'est déjà vu au niveau du syllabus, au niveau de la formation. Mais là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut choisir. Ici, ça peut qu'il y ait des réponses qui sont bonnes, mais essayez de choisir l'ensemble le plus probable de valeurs. D'accord? Ici, par exemple, vous allez trouver qu'il y a, par exemple, juste 3 qui appartient à une même partition, mais vous n'avez pas des valeurs pour d'autres partitions. Du coup, c'est pas la bonne réponse. Il suffit d'avoir des valeurs qui vont être dans cette partition. Du coup, ici, ils nous disent 0,49. Ici, on a dit que ça ne se passera rien. Du coup, ça se peut qu'on va pas même pas commencer avec ça. Du coup, parce qu'il n'y aura pas d'anomalie. Du coup, on va voir où se trouvent, quelles sont les valeurs qu'ils ont dans cette partition. Entre 50 et 55. On va éliminer ça parce qu'il y a le 0. Entre 50 et 55, il y a ça. Il y a le 60 dans cette partie, mais il n'y a rien pour cette partie. D'accord? On va voir, est-ce qu'il y a mieux? Ici, on a vu, ici, il y a 49. Quand même, ici, il n'y a pas. Mais on peut voir, on peut passer à l'autre réponse. On va voir, ici, il y a 50 et 51. Oui. Et de l'autre côté, il y a le 55. Ici, il y a le 50. Attends, je vais vous mentionner ici. Ici, il y a le 50 et le 51. D'accord. Il y a aussi le 55. Ici, on a le 56 et le 60. Ici, on a le 61. Du coup, pour moi, je trouve que c'est celle-là qui englobe la majorité. On peut même dire oui. Ici, vous dites parfois, ici, vous notez. Parce que, attends, je vais vous expliquer un truc. Normalement, on a un numéro. Lorsqu'on veut tirer les partitions, on fait le n-1 et on fait le n plus 1. Le n plus 1. Du coup, au niveau de cette partition, comme c'est 61, on va tirer le 60 et le 61. D'accord? Et pour cette partie, on a le 55 avant le 56 et on a le 56, ça c'est bien, et le 60, on va le laisser pour l'étape suivante. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? Comme c'est le 50, on a 50 et le 51. Et on a le 55 de ce côté. D'accord? Du coup, ici, on a le n plus 1, le n plus 1 et le n de ce côté. Ici, on a le n moins 1 et on a le n. Et ici, on a à nouveau le numéro et on a le n moins 1. Mais là, vous allez juste... La stratégie, il suffit, même si on change les numéros, il suffit juste de comprendre comment on fonctionne. On essaie, on divise le système, la question sur des conditions qu'il nous a données et on essaie de trouver la bonne parmi ça. Parce que même ça, vous pouvez le choisir. Mais ici, le 0, il ne passera rien. Du coup, c'est bon. On doit profiter des cas où ça peut avoir des anomalies. Du coup, on passe à celle-là. Celle-là, c'est les employés d'une entreprise reçoivent des primes s'ils travaillent plus d'un an dans l'entreprise.
et atteignent des objectifs fixés individuellement. La table de décision suivante a été conçue pour tester la logique de versement des primes. Quel cas de test pourrait être éliminé dans la table de décision ci-dessous parce que ne se produisent pas dans une situation réelle? Ça, c'est juste la logique des choses. Ça, on peut dire même ça n'a rien à voir avec USTQB. Ça, c'est juste la logique des choses. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Employer plus d'une année. Oui, non, oui, non. OK. On s'en fout d'un. Ici, on dit objectif fixé. Non, non, non. Et du coup, on n'a pas fixé d'objectif. Du coup, on n'a pas d'objectif atteint. Ça, c'est normal. Ici, non. Du coup, ici, c'est non. Objectif fixé, oui, mais il n'a pas pu atteindre l'objectif. Du coup, non. Ici, on a fixé l'objectif et il n'a pas pu atteindre les objectifs, oui. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Objectif fixé, non. Et il a pu atteindre les objectifs. Ça, c'est vraiment contradictoire. D'accord? On n'a pas fixé pour toi des objectifs, mais quand même, tu as pu atteindre des objectifs. Ça, c'est contradictoire. Ici, c'est la même chose. Objectif fixé, non. Objectif atteint, oui. Du coup, ça, c'est les choses qui ne peuvent jamais arriver. Ici, c'est oui. Et là, objectif fixé, oui. Atteint, oui. Fixé, oui. Atteint, oui. Du coup, c'est ici, non. Du coup, c'est le T5 et le T6. Ça, j'espère que j'étais claire. Les choses qui sont contradictoires dans la vie réelle, on n'a pas fixé des objectifs à des personnes. Du coup, et il ne peut pas les avoir. Du coup, on vérifie toujours votre créneau. Ici, il nous reste 10 minutes. Et ici, il nous reste 12 questions. Ici, qu'est-ce que nous donne? Il nous donne un diagramme de transition. Si la télévision est allumée, s'il est en veille, s'il est éteint. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cas de test, l'état initial, la télé est off, entrez, appuyez sur le bouton power, c'est bon, il sera en stand-by. C'est bon, ici le stand-by, on va appuyer sur le bouton, on va l'allumer. On va l'éteindre. C'est comme ça. Au niveau de ce diagramme d'état, sélectionnez une option, les cas et la table du cas. Normalement, ici, il nous présente toutes les transitions valides pour le diagramme de transition. Du coup, on va voir au niveau des questions. Le cas de test donné peuvent être utilisés pour couvrir à la fois les transitions valides et invalides. Non. Ici, on voit juste les cas valides. Si j'allume la télé, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Si je ferme la télé, qu'est-ce que j'ai eu? Du coup, non, c'est pas correct. Le cas représente toutes les transitions valides possibles dans le diagramme. Ça, c'est correct. Les cas de test ne représentent qu'une partie de transition valide. Non, non, c'est la totalité. On peut allumer ou éteindre une télévision. Les cas de test donnés représentent des paires séquentielles de transition de diagramme. Non, c'est pas vrai. Du coup, il représente toutes les transitions valides. J'ai vérifié si j'ai coché représente toutes les transitions. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Une application vidéo a des exigences suivantes. Une application, c'est bon, le format d'affichage. Quels sont les cas de test parmi les propositions suivantes et le résultat d'application de la technique de test? Vérifier que l'application peut lire une vidéo sur un écran de taille. Un test. Oui. Vérifier ces deux tests. 4 tests sur un test. Ici, on voit déjà qu'il y a 4 propositions. Du coup, c'est 4 tests. Du coup, on va choisir directement 4 tests. Laquelle des énoncés suivantes décrit le mieux la façon dont les tâches sont réparties entre le testeur, le test manager et le testeur? Ici, vous devez connaître comme quoi c'est le test manager ou le responsable de test qui fait la planification et qui contrôle l'activité. Et le testeur, il fait l'exécution du test. On va voir au niveau des réponses. Le test manager planifie les activités de test.
Oui. Choisis les normes à suivre pendant que le testeur choisit les outils. Non. Le test manager planifie, organise, contrôle les activités de test pendant que le testeur spécifie et exécute des tests. Oui. Le test manager planifie, surveille et contrôle les activités tandis que le testeur conçoit des tests et décide de l'utilisation des frameworks d'automatisation. Non, la décision de l'automatisation et tout ça, on le fait pendant la stratégie, la partie avant carrément de l'exécution. Le test manager planifie, organise les tests et spécifie les cas de test tandis que le testeur priorise et exécute les tests. Non, le testeur, il spécifie et exécute les tests. Ici, lequel parmi suivants serait le plus utile à surveiller pendant l'exécution? Pendant l'exécution, qu'est-ce qu'on surveille? On surveille combien on a exécuté. Du coup, c'est le pourcentage des cas du test exécuté. Quels sont les deux des éléments de la liste suivante qui peuvent affecter de faire partie de la planification de test, qui peut impacter le projet ou la planification de test, c'est limitation du budget et l'objectif du test. Les logs de test, non. Le taux de défaillance, non. Les cas de test, non. Du coup, c'est le budget et l'objectif. Le budget et l'objectif. Quels critères sont habituellement des critères de sortie de test? Les critères de sortie de test, mesure de fiabilité, oui. Degré d'indépendance du testeur et niveau de complétude de produit, non. Mesure de fiabilité, oui. Le coût de test, oui. Disponibilité du code testable, non. Délai de mise sur le marché et niveau de complétude, non. Mesure de fiabilité, oui. Coût de test, oui. Calendrier, oui. Ils m'ont informé qu'il me reste moins de 5 minutes. Mesure de fiabilité, coût de test, calendrier de défaut. Oui, c'est ça la bonne réponse. Je vais essayer de faire vite. C'est les questions qui restent. Au pire, je peux refaire une nouvelle partie pour vous, pour les questions, où vous avez des questions, sur les questions dont vous demandez plus de détails. Lesquels des éléments suivants n'est pas inclus dans un rapport de synthèse de test. Des trucs qu'on ne le fait pas dans les synthèses de test. Les définitions des critères de réussite ou d'échec des objectifs de test. C'est ça. Ça, on ne le met pas. Écart par rapport à l'approche de test, ça, on le met. Mesure de progrès réel par rapport, oui, ça, on le voit, le pourcentage de OK des cas. Évaluation de la qualité, oui. Du coup, c'est ça, ce qu'on ne le met pas, n'est pas inclus. Ça, il nous dit il existe plusieurs stratégies. On a dit c'est analytique, méthodologique, basé sur des modèles et consultative. Du coup, les tests sont basés sur un diagramme d'état d'un aspect recu du produit. Lorsqu'on parle de 1, on va voir analytique. Non, c'est pas analytique. C'est basé sur deux modèles. Oui. Comme il nous parle ici de diagramme, c'est basé sur des modèles. Du coup, c'est le 3A. Le 3A. Du coup, soit ici, soit ici. On va voir ici, c'est le 1. Est-ce que c'est un B ou un D? Comme ça, on peut trancher. Le 1, c'est analytique. Du coup, on va voir est-ce que c'est le B. Les tests sont conçus et classés par ordre de priorité en fonction des niveaux de risque. Du coup, le 1, oui, le 1, c'est un B. Les tests sont choisis en fonction des points de vue des experts. Non, ça c'est les tests consultatifs. Du coup, le D, c'est un 4. Lorsqu'on parle de la consultation des avis des experts, c'est consultatif. Du coup, c'est ça. Le 4, c'est un D. Je vais faire vite parce qu'il nous reste 2 minutes 30. Laquelle des caractéristiques suivantes est la caractéristique d'une approche basée sur une métrique d'estimation des tests? L'estimation du test.
le budget qui est utilisé par un précédent projet. Ça, c'est déjà vu au niveau de la formation. On se base pour l'estimation des métriques de thèse sur le budget qui était utilisé sur un projet précédent. Ça c'est lorsque vous le voyez, il suffit de suivre le schéma. Un R1, R3, R2, R5, R6, R4, R7. R1, R3, R2, R5, R6, R4, R7. C'est bon. Vous testez une nouvelle version de logiciel pour une machine à café. La machine peut proposer des différents types de café en fonction de 4 catégories: la dimension de la tasse de café, le sucre, le lait et le sirop. Les caractéristiques sont les suivantes: la taille, sucre, lait, sirop. Vous êtes en train d'écrire un rapport de défaut avec les informations suivantes. Le titre, quelle est l'information utile le plus susceptible d'avoir été omise, oubliée dans le rapport de défaut du sous? Le résultat réel du test? Non. Les données identifiant la machine? Le statut de défaut? Non. Et des idées pour améliorer les scénarios? Non. Du coup, des données de la machine à café. J'ai besoin des données de la machine pour que je puisse la tester. La question... C'est quoi les avantages de l'exécution de thèse? Il est facile à exécuter des cas de test. Il est facile d'exécuter des tests de régression. Du coup, ici, il nous reste, il nous dit de switcher. Du coup, je sais que le 1, outil de gestion de test et de testware, c'est un outil de gestion de configuration. C'est un B. Entre les deux, je vais vérifier. Outil de modèle basé sur le testing, c'est outil de conception et d'implémentation des tests. Du coup, c'est ça. C'est bon. J'ai pu répondre à ces 40 questions. Je vais voir. Et là, maintenant, on va faire terminer. Oui. C'est bon. Là, maintenant, on a terminé notre examen. Et voilà. Combien on a eu au niveau de la réponse? On a eu 100%. C'est bon. On a réussi toutes les questions. Voilà. Si vous faites une faute, vous allez voir comme quoi ici, par exemple, c'est 0%. Ou c'est, du coup, on a vu. On a passé toutes les questions et on a eu tous les points. Voilà, on a eu 100%. Il vous dit comme quoi pour avoir le résultat de l'examen, vous devez avoir minimum 65. C'est bon. Avec cette simulation, si vous la faites tout seul, si vous voyez la vidéo, vous faites la simulation, vous revoyez la vidéo pour voir la correction, vous serez capable de vous passer de votre certification STQB. Sachant qu'on a déjà un simulateur sur Udemy, au cas où vous voulez passer des simulations sur Udemy. Si vous passez par des formations par nous, on peut répondre à toutes vos questions, mais même si si vous nous laissez des commentaires sur YouTube, on répond à toutes vos questions. Et c'était tout pour aujourd'hui. On a vu ensemble, on a passé un examen blanc ensemble. On a pu avoir les 100% au niveau des réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et aussi au niveau de la description, on va vous laisser comme quoi le lien de toutes les formations qu'on fait sur Udemy. N'hésitez pas de liker la vidéo. Comme ça, YouTube il peut la proposer à d'autres personnes, la partager pour les personnes qui sont intéressées par le domaine du test et aussi par la certification STQB. C'était tout. Si vous avez des demandes, des questions, essayez de me laisser ça en commentaire et je réponds à toutes vos questions. Merci et à la prochaine.